Bonsoir, madame, monsieur, faut-il ou pas célébrer la Saint-Valentin? Cette commémoration a-t-elle encore un sens de nos jours? L'opinion camerounaise reste divisée sur la question. Plusieurs sons de cloche sont entendus ce jour. Ce 14 février, jour consacré à la célébration de l'amour. Un 14 février qui rappelle fort opportunément la catastrophe de Sam et Foulan dans la ville de Yaoundé. 15 ans après le drame, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait des rescapés et même des zones à risque? La réponse dans ce journal. Et dans la seconde partie de cette édition, nous revenons sur l'interdiction annoncée de l'utilisation des emballages plastiques au Cameroun. Le débat, ce sera avec un expert des questions de l'environnement. Je vous déroule le menu dans un très court instant. Merci madame, monsieur de le retrouver sur le 20h. Que sont-ils devenus 15 ans après la catastrophe de Sam dans la ville de Yaoundé? Les rescapés recasés dans une zone marécageuse vivent dans des conditions difficiles. Nos reporters les ont rencontrés ce jour. Marcelin Gansop. C'est ici que le pire s'est produit il y a 15 ans, avec à la clé plus de 200 morts. Des habitants du quartier Nsam, calcinés par les flammes. Désormais recasés ici, au lieu d'Imaéture, au quartier Mendon. Les rescapés de cette catastrophe se souviennent de ce samedi fatidique, la mort dans l'âme. Je ne peux pas oublier, parce que j'ai eu des morts. J'ai eu 3 morts. Mon beau-père, mes 2 beaux-frères. Le mauvais souvenir, on a perdu près de 7 personnes dans cet incendie. Donc ça nous a vraiment marqué. Si de nombreuses familles ont été recasées ici, une quinzaine seulement y habitent effectivement. Les autres ayant fait le choix de vendre leur lot à des particuliers. Pour celles des familles qui sont restées, le quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Le chef de l'État a demandé, après nos indemnisations, de donner à chaque famille un lot. Mais malheureusement, la Maïture nous a attribué des lots marécageux. Si vous faites un tour, vous allez voir dans quel état sont nos maisons et c'est un calvaire. Les moustiques, nous sommes dans l'eau, vous voyez les maisons, ça se casse même. Bon, on est déjà habitués. C'est la souffrance totale. Nous utilisons notre source pour faire de la lessive, la vaisselle, peut-être se laver quand on traite à l'eau de Javel. Ça nous aide beaucoup, ça coule 24 heures sur 24. En ce jour de commémoration, les rescapés de la catastrophe de Sam élèvent des prières vers le ciel, dans l'espoir que le Seigneur touchera le cœur des autorités, afin que de meilleures conditions de vie leur soient offertes. Bon, on a demandé à l'État s'il peut nous encore enlever ici, ou bien nous donne encore les autres lots. On a déjà écrit, on nous a dit qu'on attend. Alors qu'on célèbre l'amour, ce 14 février, les rescapés d'Nsam ressentent la douleur, celle d'une catastrophe qui restera jamais gravée dans leur mémoire. Ici Hervé Sioui, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Marcelin Gansop. Le martyr reste perceptible 15 ans après la catastrophe de Sam. Des mesures de sécurité ont été prises pour circonscrire la zone dangereuse. Les populations ont été déguerpies, y compris celles qui étaient installées dans le périmètre de la Société camerounaise de dépôt pétrolier. Les maisons abandonnées s'y trouvent encore. Une barrière et une route séparent désormais les populations du site de la SCDP, mais les concernés continuent de demander un nouveau site de recasement. Ils l'ont plusieurs fois fait savoir au gouvernement camerounais. Plusieurs années donc après cette catastrophe, le danger n'est pas écarté dans d'autres quartiers où le risque est permanent. C'est le cas du quartier New Daido dans la ville de Douala, où les maisons d'habitation continuent de côtoyer les cuves de la Société camerounaise de dépôt pétrolier. Dallas Tchana et Serge Alain Otto. Douala, nous sommes au lieu communément appelé Carrefour Agip. Ici, on trouve toutes les caractéristiques d'un quartier populaire organisé. Cette monotonie est rompue par ce balai incessant de camions-citernes qui viennent s'approvisionner en carburant. Mais ce qui frappe ici, c'est cette cohabitation entre cette société et ce pâté de maisons. Les dangers ici, les populations les mesurent bien. Tu ne peux pas avoir ta maison qu'on a bâtie depuis des années
tu vas louer quelque part. Si tu loues, il faut payer. Si tu vas quelque part et que tu n'as pas les moyens de louer, il faut dormir dans la rue. Entre dormir dans la rue et rester à côté du carburant, bon, quelqu'un reste là, il espère seulement que ça ne va pas venir. Le pire n'arrivera pas. Mais on vit avec le mal. Construites pour la plupart en matériaux provisoires, les habitations fixées ici depuis plusieurs décennies pourraient être léchées en quelques minutes par des flammes. Lorsqu'on évoque les événements d'il y a 15 ans ensemble, un quartier de Yaoundé, on se voit le visage. C'est pas encore arrivé. En effet, on ne sait pas, mais ça ne doit jamais arriver. Puisque ça fait, moi, pratiquement, ça me fait 40 ans. Ça veut dire que j'ai 40 ans ici. Ça veut dire qu'on a peur de rien. Nous sommes à l'aise. Des habitations serrées les unes contre les autres et vu l'état de délabrement, les populations avouent avoir été approchées par les autorités pour leur recasement dans la sortie ouest de Douala. C'est un CDP dit aujourd'hui qu'il fait nous quitter, mais il peut nous demander s'il nous donne le terrain à quelque part et nous donner alors l'argent pour construire. Je suis très d'accord. Du côté de la société pétrolière, des mesures de sécurité sont prises en direction des riverains qui sont régulièrement informés. Par rapport à la sécurité, essayez de nous sensibiliser de temps en temps. Surtout quand ils font des exercices chez eux. Là. Bon, on nous conseille de ne pas sortir ici après un incident. On en est suivi. Ici, on a peut-être compris qu'il faut éviter au Cameroun une autre catastrophe, comme celle du 14 février ensemble, où l'on a vu périr les amoureux du carburant. Et si la manipulation des produits pétroliers n'est pas sans risque sur les populations, on constate malheureusement que les gérants de stations-service continuent de mépriser l'arrêté préfectoral qui interdit dans le département du Vouri la vente et la consommation des alcools et autres produits alimentaires dans ces lieux. Emmanuel Tibui et Flavien Balondongo. L'arrêté préfectoral qui interdit la consommation de la bière et autres boissons alcoolisées dans les stations-service à Douala n'est pas respecté par la plupart des gérants de ces structures. Enfin, on peut vendre et en emporter, mais installer comme c'est là en ce moment, c'est très très dangereux. Et il y a un texte comme ça qui dort quelque part dans les bureaux, quelque part là, dans les bureaux ici à Douala. Non, je dis non. Il n'est pas déjà bon de vendre de l'alcool dans une station-service. Mais quand il faut acheter tout sur place, on consomme tout sur place, non, ça y a risque. Cette activité qui attire grand monde constitue un risque énorme pour les populations. Le risque d'incendie, par exemple à la station, quelqu'un va boire et il va se trouver en train d'allumer sa cigarette. Boire de l'alcool, c'est pour saouler, c'est pour être gai. Imaginez un seul instant qu'une bagarre se déclenche. Qu'est-ce que ça peut causer comme dégâts? L'explosion seulement que cela peut provoquer, ça peut bouffer pratiquement tout un quartier d'environ 10 000 personnes. Des exemples qui rappellent les multiples catastrophes qu'a connues le Cameroun suite à l'embrasement dès le contact entre le feu et le carburant. Le plus fort étant la catastrophe d'un Sam à Yaoundé. Sur le terrain, les gérants des stations-service contactés sont restés bouche cousue. Aucune explication à donner à la presse. Constat fait, la bière continue de couler à flot dans les stations-service. Voici par contre une prescription qui, elle, est respectée. C'est l'arrêté du tout nouveau préfet du département du Vouri qui interdit le stationnement des camions bennes dans une zone de Bonabéry. C'est un quartier de la ville de Douala 4e. L'espace est désormais libre. La rallonge consentie par l'autorité administrative est arrivée à expiration depuis le 12 février dernier. Une fois encore, Emmanuel Tibui et Flavien Balondongo. C'est presque le désert, au premier coup d'œil, à cet endroit qui, il y a quelques jours encore, était par Toutes nos excuses pour la qualité approximative de cet élément. Nous y reviendrons. Au Cameroun, on s'achemine vers l'interdiction de l'utilisation des emballages plastiques. Sont concernés les sachets et les films plastiques, soit 30% des emballages plastiques produits sur l'ensemble du triangle national. Le ministre camerounais en charge de l'environnement vient de le préciser dans un communiqué. Des détails avec Dallas Tchana et Serge Alain Otto. Manifestement, nous n'aurons pas cet élément, nous y reviendrons. Adieu au nid de poule sur l'axe routier Yaoundé-Obala, ce tronçon qui fait partie des 370 km à construire ou à réhabiliter est achevé. Le soulagement est celui des usagers, comme le constate le ministre camerounais
en charge des travaux publics, Marcelin Gansop. Ça roule désormais comme sur du velours entre Yaoundé et Obala. Après un léger retard observé dans le démarrage des travaux, le programme spécial de construction et de réhabilitation des grands axes routiers se déploie sur l'axe Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, long de 370 km. Disons que les travaux avancent plus que normalement parce qu'à ce jour, nous sommes à 35% d'avancement des travaux et les délais consommés sont de l'ordre de 20%. Nous avons des travaux à peu près lourds entre Yaoundé et Bebda, 69,3 km. Donc nous comptons arriver dans la zone de Bebda, fin premier tronçon à mi-avril, contrairement au délai initial qui était prévu en septembre 2013. Et après, nous allons passer sur le deuxième tronçon qui concerne l'axe Bafoussam-Bamenda. Et nous pensons y être dès avril-mai 2013. Des travaux qui ne se déroulent pas sans quelques difficultés. Entre Ebebda et Yaoundé, il y a beaucoup de transporteurs de sable, ces conducteurs de camions qui ne respectent pas toujours la signalisation provisoire que nous mettons en place pour les travaux. Le ministre des Travaux publics se félicite du déroulement des travaux qui augure de lendemain meilleur pour les usagers de cette route. Avec des renvois et autres, ça a justifié que ce soit maintenant seulement que nous pouvons avoir une section de route imperméabilisée entre Yaoundé et Obala un peu plus loin maintenant. Et je pense que le programme commence à sortir de terre. Si le tronçon Yaoundé et Bebda bénéficie de la pose d'un nouveau goudron, le tronçon Ebebda-Bafoussam, quant à lui, fait plutôt l'objet d'un traitement des zones et points accidentogènes, ainsi que l'aménagement des ralentisseurs de vitesse dans les agglomérations. Malgré le retard qu'accuse le programme d'urgence de construction et de réhabilitation de certains projets routiers, le ministre camerounais des Travaux publics rassure que les objectifs seront atteints. Patrice Ambassala fait également le point sur les autres chantiers en cours. Il s'est exprimé au micro d'Equinox Télévision. On a lancé un programme d'urgence sans avoir fait les préalables, c'est-à-dire que les études de dégradation de la chaussée ont été faites après les annonces. Alors tout ce temps qui est passé a été consommé par les études de dégradation et la confection des dossiers de consultation des entreprises et l'élaboration des contrats. Tous les autres qui sont Bolova, Yaoundé, où le réalignement va commencer très prochainement entre Yaoundé et Mbalmayo. Et l'autre section, c'était, on avait des ponts à refaire dans ce programme. Ce travail est en train de se faire. Vous voyez sur le pont de la Dibamba, il y a un chantier actif là-bas. Et maintenant, on avait une portion de route en terre qui devait être réhabilitée. C'est le cas de Bagno-Tibati, où l'entreprise est à pied d'œuvre. C'est Manjou Yokaduma, où l'entreprise est aussi sur le point de démarrer les travaux visibles que les Camerounais voudraient voir. Donc on peut dire que le programme d'urgence est véritablement lancé et que cette année, on va enregistrer des taux de réalisation que nous avons programmés au début de cette opération. Et voici un cas qui interpelle les consciences, c'est au sujet de la pratique approximative de la médecine au Cameroun. Une victime, le petit Emmanuel Ngimbouz, atteint d'hydrocéphalie, a été opéré par une chirurgienne dont la qualité et même la compétence sont remises en cause. L'état de santé du tout petit s'est considérablement dégradé. Des détails avec Yannick Mbazoa. Nous y reviendrons à l'ouest du pays. L'insécurité continue de régner à Baganté, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Un corps en état de décomposition avancée d'une femme a été retrouvé au quartier Feutable. Des détails avec Jérôme Narcisse Sobze. Voici un quartier de la ville de Baganté qui porte le nom de Feutable. C'est une localité qui semble vouloir copier l'exemple du quartier Mimouman à Yaoundé. Vendredi dernier, le corps de mademoiselle Tchornia Brigitte, âgée d'environ 44 ans, a été retrouvé dans un état de décomposition assez avancé, non loin de son domicile. Cette mère d'enfant qui vivait toute seule dans cette case a été aperçue pour la dernière fois par les habitants de son quartier 3 jours avant la découverte macabre du corps.
L'une de ses sœurs, très inquiète de cette absence inhabituelle, étant donné que la victime n'était plus joignable, a entrepris d'informer les autres membres de la famille avant de découvrir plus tard le corps de sa sœur. Vous me dites qu'on n'a pas vu le on a vu le sang devant la cour à 19h comme ça. J'emprunte la moto de Barco ici. À 19h, nous sommes venus. On a demandé qu'on casse même la porte. J'ai dit si elle était dedans, le cadre ne devait pas être à la porte. On a duré dans la cour, causé. Il dit oui, je vais rentrer. Demain matin, je serai encore là. Demain matin, maintenant, je regarde la porte. La porte est toujours fermée. Je pars là-bas en bas pour chercher quelques pieds d'Indigna. Je sais comme je cherche même comme ça, je ne sais pas quelle position je vais prendre. Je cherche le pied d'Indigna. J'ai vu une banane là-bas. Je descendais maintenant à 13h comme ça pour regarder s'il peut couper la banane. Je vois seulement une fois. J'appelle mon voisin, c'est que Jean-Marie vient aussi voir c'est comment ici. Non loin de la victime, un gourdin tacheté de sang. Certainement l'arme du crime. Autre constat, le crâne pratiquement ouvert de Mademoiselle Tchornia laisse croire que le ou les auteurs du crime n'avaient aucune pitié pour la victime. Et il y a de cela un mois jour pour jour, une vieille dame, toujours dans ce quartier, passait de vie à trépas, calcinée dans sa propre maison. Même si les langues se délient aujourd'hui, pour parler d'un crime savamment masqué, ici à Fetap, les populations vivent désormais dans la peur. En attendant les résultats de l'enquête ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie de Banganté, Mademoiselle Tchornia Brigitte a immédiatement été inhumée dans ce même quartier, ceci sous les regards d'une population désormais terrorisée. Et pour refermer la première partie de ce journal, fête de Saint-Valentin, les amoureux ont une fois de plus ravivé la flamme de leur amour. Au menu ce 14 février, balade, dîner aux chandelles et bien d'autres plages. Des détails avec Yannick Mbazwa. Rose, you're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. Serge et Pamela ont impatiemment attendu ce jour du 14 février 2013. La preuve, aux premières heures de la matinée, les deux tourtereaux se sont retrouvés à la plage Charlatangana, histoire d'un échange de cadeaux. Bon, ce jour pour moi, c'est que nous avons un peu de temps à passer ici au jardin. C'est raconter des petites histoires. Après les petites histoires, nous allons faire un petit programme pour la soirée. Comme Serge et Pamela, beaucoup d'amoureux ont déjà planifié leur journée. Dîner au restaurant, retrouvailles intimes à la maison, sortie pour une boîte de nuit de la place, chacun à sa manière ravivera la flamme de son amour. Je compte la fêter en soirée, bon, faire une sortie en soirée avec mon amour. La Saint-Valentin, ça fait des amoureux. On va essayer de partager nos amours ensemble. Oui, petit cadeau. Il va m'emballer, mon CV l'emballer des cadeaux. Après, on va essayer de balader ensemble. Pour ce qui est de ce soir, j'ai prévu quelques chocolats pour ma copine, une bouteille bailée ici. Nous allons rester chez nous, on va la consommer. C'est juste aller au restaurant avec mon épouse. Une journée particulière pour les adeptes du Eros. On a souvent l'habitude de dire l'un dit à l'autre je t'aime, l'autre dit je t'aime aussi. Bon, c'est un jour spécial pour pouvoir vraiment prouver son amour pour sa personne. Go on, I'll get the next one. No, not without you. Malgré la réticence des uns à dénaturer ce grand moment de la vie des amoureux, les fidèles au culte de Saint-Valentin ont tenu le pari de vivre à leur manière et à leur façon cette journée du 14 février 2013. Voilà des mots et des symboles qui marquent considérablement l'opinion camerounaise reste divisée sur la célébration de la fête de la Saint-Valentin. Si certains y croient, d'autres par contre expriment leur désintérêt. Voici quelques réactions au micro d'Equinox Télévision. Nous y reviendrons. Bonne fête à tous les adeptes de l'amour, mais de quel amour? L'amour vrai et sincère. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat.
Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat comme annoncé à l'entame de cette édition. Nous revenons sur cette interdiction annoncée de l'utilisation des emballages plastiques au Cameroun. L'interdiction transpire d'une note du ministre camerounais en charge des questions de l'environnement. Nous recevons sur le plateau débat de ce 20h le docteur Joël Raphaël Wangsi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste environnementaliste, c'est-à-dire vous connaissez très bien les questions de l'environnement liées au droit. Alors, d'entrée de jeu, quelle est votre réaction par rapport à cette note du ministre camerounais en charge des questions de l'environnement qui ne réactive que le décret du Premier ministre qui est revenu sur la question en octobre 2012? Oui, c'est une décision qui est très bienvenue compte tenu de l'impact négatif et de la toxicité ainsi que des nuisances que pouvaient causer les déchets plastiques, les emballages plastiques en particulier. Donc ces emballages plastiques ont un effet un impact négatif sur le sol parce que ce sont des emballages qui stérilisent, qui fragilisent le sol. Ces emballages ont un effet aussi dans le drainage des eaux. On a constaté que beaucoup de drains, beaucoup de voies d'eau, de voiries étaient pratiquement bouchées. On parle d'occlusion des voies d'eau à cause des emballages plastiques qui empêchaient l'écoulement normal des eaux. Je crois que cela affecte les trois éléments qui sont l'eau, le sol et l'air. Et on savait que beaucoup des emballages plastiques brûlaient ou encore pouvaient causer des accidents dans la vue, dans la mesure où ils barraient la vue dans leur envol, ils barraient la vue à certains chauffeurs. On a aussi constaté qu'il y avait des risques sanitaires réels dans la mesure où les gens emballaient des aliments chauds avec des emballages plastiques alors que ces emballages plastiques sont des polymères. Et les polymères sont des dérivés du pétrole. Donc, emballer un couscous avec du plastique, c'est un risque réel sur la santé. Avant de revenir sur les conséquences surtout négatives, parce que des conséquences positives des emballages plastiques, on peut en trouver. Mais avant d'y revenir, nous restons sur la note du ministre camerounais des questions de l'environnement pour interroger ce qui semble être aujourd'hui dans son contenu une sorte d'antinomie, parce que sont désormais interdites la fabrication, l'importation, la détention, la commercialisation, la distribution de ces emballages plastiques. Mais dans la même note, on retrouve qu'une catégorie particulière de personnes peuvent être permises à faire autant d'activités. Pourquoi? Sous réserve qu'elles puissent justifier d'une autorisation, d'un permis environnemental. D'un permis environnemental. Le ministère. Oui, il s'agit notamment des personnes qui sont capables de concourir au recyclage de ces emballages plastiques. Ce que le ministre vise ici, c'est à long terme la suppression des emballages plastiques. Toutefois, le ministre ne veut pas faire disparaître tous les acteurs parce qu'il y a des acteurs qui bénéficient d'un permis, un permis environnemental qui leur permet de récolter les emballages plastiques qui ont été considérés comme déchets, de les recycler, d'en faire un autre usage, de sorte qu'ils en fassent un usage beaucoup plus écologique. Cela veut dire que cette démarche, elle est progressive. Cette démarche est progressive. Il y a d'abord la phase de sensibilisation, n'est-ce pas? On ne va pas réprimer immédiatement, il faut sensibiliser les populations pour rendre la décision, pour rendre la loi ou encore l'arrêté du ministre beaucoup plus effective. Donc, après cette phase de sensibilisation, je crois que les collectivités décentralisées vont passer à la phase répressive. Sur cet aspect, n'est-on pas en retard? Parce que dans certains pays voisins, notamment le Tchad, qui est tout à côté, une mesure comme celle-là a pris de l'envol et puis elle est considérablement observée. Je crois qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Le gouvernement camerounais fait beaucoup d'efforts en matière de textes. Oui, les pays qui ont pris de l'avance dans le domaine des déchets plastiques, mais nous aussi, on peut affirmer que nous avons pris de l'avance dans beaucoup d'autres domaines. Je crois que le gouvernement camerounais fait un effort en la matière pour réguler, pour du moins générer des lois qui sont susceptibles de protéger l'environnement le mieux possible. Est-ce que vous croyez à terme pour cette phase progressive qu'on va y arriver, parce que les opérateurs économiques et autres commerçants ont 18 mois pour compter du mois d'octobre de l'année dernière pour se conformer à la réglementation? Oui, ça va être très difficile parce que
il y a d'abord des pratiques qui sont mises en place. Ces pratiques qui sont mises en place l'ont été depuis les années 70 où les premiers emballages plastiques ont fait leur apparition sur le marché. Mais je crois que avec cette situation, avec ce nouveau cas de figure, les gens vont, dans certains villages, les gens vont revenir de plus en plus aux emballages beaucoup plus écologiques. Parce qu'il y a de cela une trentaine d'années, une vingtaine d'années, on attachait encore les beignets dans les feuilles. Le couscous, on le mettait encore, le couscous chaud, on le mettait encore dans les feuilles. Ce qui donnait d'ailleurs... Cette époque est révolue. Oui, cette époque est révolue à cause de la... Peut-être qu'on peut réfléchir sur un autre type d'emballage, des emballages biodégradables. Oui, je vais y arriver. Mais toutefois, on peut mettre... Il y a les industriels ont la possibilité d'ajouter la cellulose dans leur plastique pour revenir à un emballage beaucoup plus biodégradable. La cellulose, par exemple, c'est ça que nous utilisons lorsque nous usions. Tout à fait. Exactement. Les pochettes jetables. Exactement, ça peut servir aussi d'emballage sous une autre forme. Alors, est-ce que ces déchets, ou alors ces emballages plastiques qui ne sont pas biodégradables, ne peuvent pas être capitalisés et transformés plus tard pour servir dans des énergies renouvelables? Justement, bon, non, ce sont les matières organiques. Ce sont les matières organiques qui peuvent souvent servir dans la production de l'énergie. Par contre, les matières plastiques, ne peuvent pas. Et c'est très difficile parce que les matières plastiques brûlent, elles dégagent de l'énergie, mais ce type d'énergie est beaucoup plus toxique. On ne peut pas, en allant utiliser le plastique pour produire de l'énergie, augmenter plutôt le taux de toxicité dans l'air. Alors, cela veut dire que des emballages plastiques, dans tous les cas, ne peuvent pas servir. Oui, ces emballages sont appelés à... Même recyclés. Ils peuvent être recyclés sous forme de pavés. Il y a déjà des industries qui le font en ville, qui transforment ces emballages en pavés, qui transforment ces emballages en tapis, en ce que vous appelez Gerflex. Donc, dans d'autres secteurs, ces emballages peuvent aider. Mais pour le moment, je crois qu'il est mieux que nous revenions à des emballages beaucoup plus... Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi capitaliser ce secteur, c'est-à-dire investir davantage dans le recyclage de ces emballages pour en faire d'autres produits qui soient utiles à la condition humaine? Les investisseurs, le secteur de l'écologie n'a pas encore emporté totalement l'adhésion des investisseurs parce que c'est un secteur qui demande certes de l'investissement, qui demande des investissements lourds. Et quand ces investissements ne sont pas profitables à court terme, les gens préfèrent investir dans l'immobilier où il n'y a que le gardien qui travaille. Mais le gouvernement camerounais peut encourager l'investissement, pas des mesures incitatives sur le plan fiscal, des allègements fiscaux, par exemple. Le gouvernement camerounais a fait beaucoup d'efforts en la matière, fera beaucoup d'efforts parce que dans la loi de 1996, notamment la loi cadre sur la protection de l'environnement, le gouvernement camerounais a prévu des abattements fiscaux pour tous ceux qui investiraient dans le secteur de la protection de l'environnement. Alors, est-ce que les énergies renouvelables ne sont-elles pas le ventre mou de la politique environnementale au Cameroun? Parce qu'on remarque que c'est un secteur qui reste pratiquement vierge. Le secteur des énergies renouvelables, c'est un secteur qui reste vierge parce qu'il n'est pas directement profitable. Les investisseurs aiment voir les retombées financières de ce qu'ils font. Les retombées financières, je veux dire, de ce qu'ils veulent mettre. Il y a des gens qui préfèrent acheter des conteneurs vides mais fermés, que d'investir dans l'environnement. Parce qu'on ne sait pas, en ouvrant le conteneur, ils peuvent trouver beaucoup d'argent. Maintenant, on revient, tout à l'heure, vous mentionniez un peu plus haut les risques sur le plan, les risques sur la santé, les risques d'utilisation des emballages plastiques. Oui, il y a des risques sur la santé parce que je dis que ce sont des polymères. Et ces polymères sont chargés de métaux lourds, notamment un métaux lourd qu'on appelle le benzène. Le benzène, c'est un dérivé du pétrole, sinon c'est l'un des fondamentaux du pétrole. Et lorsqu'on attache des aliments chauds dans des emballages plastiques, ces aliments finissent par, ces métaux lourds finissent par rentrer dans l'aliment. Il est même très inconfortable, il n'est même pas normal d'exposer par exemple une bouteille d'eau minérale au soleil. Les bouteilles d'eau minérale qui sont vendues au soleil sont des bouteilles, ce sont des eaux à risque dans la mesure où ces eaux, les éléments contenus dans ces emballages plastiques au contact du soleil peuvent intégrer l'eau, peuvent migrer dans les eaux à boire. Donc il faut faire très attention. Alors c'est pas pour apeurer le consommateur. Non, c'est pas pour apeurer le consommateur, c'est pour appeler les gens à prendre conscience du fait que les emballages plastiques constituent un risque et que la décision du ministre ne peut être applicable, elle ne peut être effective que si la population elle-même adhère. Merci Dr Joël Raphaël Ouangsi, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie.